Bienvenue sur Écho d'Afrique. Le chef de l'État sortant du Congo-Brazzaville est le vainqueur de la présidentielle. Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 88,57% des voix, selon les résultats provisoires de la commission électorale annoncés par le ministre de l'Intérieur mardi. Son rival, Guy Parfait Kolelas, décédé tôt lundi en raison de complications liées au Covid-19 à l'âge de 61 ans, arrive en deuxième position avec 7,84%. Les 5 autres candidats se partagent environ 3% des suffrages exprimés. Avant même l'annonce des résultats, le parti de Guy Parfait Kolelas, l'Union des démocrates humanistes UDH-UKI, avait déjà dénoncé des fraudes et signalé qu'il ne reconnaîtrait pas ces résultats. Lundi, l'opposant Mathias Zong, qui a recueilli 1,90% des voix, a annoncé son intention de déposer un recours pour demander l'annulation du premier tour, qu'il a qualifié de calamiteux. Au total, 7 candidats étaient en lice lors de ce scrutin dimanche 21 mars. La participation s'est établie à 67,55%. Les opposants ont maintenant 3 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. Si la haute juridiction valide ces résultats, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, va entamer un nouveau mandat de 5 ans renouvelable. L'actuel chef de l'État totalise 36 ans à la tête de ce pays d'environ 5 millions d'habitants et pourra encore briguer un nouveau mandat en 2026. En Centrafrique, le mouvement Cœur uni du président Faustin-Archange Touadéra est arrivé en tête des législatives tenues l'an dernier et le 14 mars passé. Malgré cet avantage, le parti n'a pas obtenu la majorité absolue, selon les résultats provisoires rendus publics lundi par l'Autorité nationale des élections. Le MCU obtient 25 sièges au Parlement. Sur les 140 sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale, le parti est encore loin de la majorité. Ces résultats restent cependant à être confirmés par la Cour constitutionnelle après étude des recours. Il est difficile de dire pour l'heure comment se repartissent entre majorité et opposition les autres sièges déjà pourvus en fonction des étiquettes et de l'orientation des indépendants. Mais il reste encore 49 sièges à pouvoir pour un second tour dont la date n'a pas encore été annoncée. En République démocratique du Congo, le compte à rebours de la fin de l'épidémie d'Ebola a été lancé dans une région de l'Est. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'opération a été déclenchée à l'issue d'un deuxième test négatif administré sur le dernier patient le 21 mars. Cette période de 42 jours correspond à 2 fois la durée moyenne maximale d'incubation du virus depuis la réapparition de l'épidémie Ebola. Le 7 février, dans la province du Nord Kivu, un total de 12 cas ont été enregistrés avec 6 décès et 1606 personnes vaccinées. Le vaccin avait déjà été utilisé lors de la 10e épidémie d'Ebola en août 2018 dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et Ituri, ainsi que la 11e épidémie dans celle de l'Équateur de juillet à novembre 2020. Depuis mi-février, l'épidémie a également ressurgi en Guinée. En date du 22 mars, 18 cas y ont été enregistrés avec 9 décès, tandis que 3905 personnes ont été vaccinées selon les chiffres du Bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, l'ancien premier ministre britannique Tony Blair a été reçu mardi par les autorités de transition. Arrivé à Bamako pour une visite de 24 heures, il a eu un déjeuner de travail avec le président intérim Bandao et a également rencontré le premier ministre Mokhtar Ouane, avec qui il a eu des échanges sur le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Les deux parties ont surtout échangé sur les préparatifs, l'organisation et la tenue des prochaines élections générales au Mali. Le fondateur et président exécutif de l'institut qui porte son nom a déclaré à la presse que l'Institut Tony Blair est prêt à apporter son soutien aux réformes institutionnelles en cours et dans l'organisation des scrutins prévus en principe l'an prochain au Mali, notamment la présidentielle. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution se dote d'une nouvelle stratégie face au régime. Un an après le référendum du 22 mars 2020 qui a abouti à une modification de la Constitution contestée, le FMDC continue de dénoncer un coup de force et reste opposé à un 3e mandat du président Alpha Condé. La plateforme qui rassemble partis d'opposition et société civile veut désormais élargir son engagement à des revendications plus sociales
sociale. Dans un communiqué, le FNDC a indiqué qu'il s'agit notamment des conséquences socio-économiques de la confiscation du pouvoir. Le mouvement pointe la flambée des prix des denrées de première nécessité, le déguerpissement sauvage des pauvres populations, le chômage grandissant, les multiples violations des libertés individuelles et collectives, ainsi que la corruption à grande échelle, entre autres. Au Togo, les autorités envisagent de nouvelles mesures dans les tout prochains jours pour endiguer la nouvelle vague de Covid-19. Depuis peu, la courbe des contaminations remonte en flèche. La barre des 100 000 décès a été franchie durant le week-end dernier dans le pays, avec notamment la présence confirmée du variant britannique. Pour le seul mois de mars, le Togo a enregistré plus de 2017 cas de contamination et 19 décès, ce qui correspond à plus de 18% des décès depuis le début de la pandémie. À en croire le conseil scientifique à pied d'œuvre pour endiguer le virus, l'épidémie se concentre autour de la capitale Lomé. La même source a précisé que, outre la circulation du variant britannique qui est plus transmissible et plus mortel, cette situation est à mettre au compte du relâchement dans l'application des mesures barrières. Le Togo a entamé la vaccination avec AstraZeneca. Plus de 92% de l'ensemble du personnel soignant a déjà été vacciné. Et puis, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a admis mardi la présence de troupes érythréennes dans la région du Tigré. Il a jugé inacceptable les éventuelles atteintes aux civils qu'ils ont pu commettre dans cette zone frontalière en proie au combat depuis novembre dernier. La présence au Tigré de troupes venues d'Érythrée avait été rapportée par des habitants, des ONG et certains diplomates, mais était démentie depuis des mois par les autorités des deux pays. Selon le chef du gouvernement éthiopien, les autorités érythréennes affirment que le TPLF les a poussés à entrer dans la bataille en tirant des roquettes sur leur pays depuis l'autre côté de la frontière. Abiy Ahmed a également indiqué que l'Érythrée a promis de partir si les soldats éthiopiens revenaient dans les tranchées situées à la frontière creusée pendant la guerre frontalière de 1998 à 2000 entre les deux nations, qui avait été abandonnée par les soldats éthiopiens. C'est sur ce que nous refermons cette édition d'information. Merci de rester en compagnie de nos programmes.